Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler de l'écoute et plus principalement de l'écoute active. Donc déjà, rapidement, je tiens quand même à remercier tous les sponsors qui nous permettent aujourd'hui d'avoir cet événement gratuit et de se retrouver tous ensemble, autant en présentiel qu'en distanciel. Donc merci beaucoup. Du coup, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Albane Véron. Je viens du domaine à la base de l'astrophysique où j'ai totalement changé. Pour aller d'abord du côté du design thinking et quelques années plus tard sur le coaching agile. Donc ça fait à peu près 4-5 ans que je suis coach agile et je me suis lancée il y a 2 ans dans un master pour devenir coach professionnel. Et donc c'est chose faite et je me suis rendu compte encore plus durant cette année d'études de l'importance de l'écoute. Et aujourd'hui, je vous propose justement de vous partager autour de ça et aussi de reprendre des éléments que j'ai pu avoir pendant cette formation qui m'a permis d'en apprendre plus, de mieux comprendre et aussi de vous proposer des exercices de pratique. Parce que la théorie, c'est bien, mais pour l'écoute, c'est surtout la pratique. Donc, quels vont être nos objectifs aujourd'hui ? Déjà, de comprendre ce que sont les barrières à l'écoute. Donc ça, on va le voir ensemble. Qu'est-ce qui nous empêche d'écouter ? Comprendre un peu plus aussi ce qu'on appelle l'écoute active. Derrière ça, ça va permettre vraiment de créer des relations de confiance, de développer ses capacités d'écoute et rapidement, on découvrira un peu ce qu'on appelle les outils de l'écoute active. Donc, pour les personnes qui sont sur la partie distancielle, je vous invite à rejoindre le Klaxoon. Pour les personnes en présentiel, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. L'interaction se fera juste différemment, donc je vous laisse peut-être quand même un petit temps pour soit scanner le QR code, soit prendre le code que vous avez là en gros. Vous avez juste à aller sur Klaxoon, pas besoin de compte ou quoi que ce soit. Vous mettez le pseudo que vous voulez et ça nous permettra d'avoir l'interaction à distance. Alors, si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat, ça peut être super. Je peux essayer au moins de remettre le code si vous voulez en même temps. Vous allez juste sur Klaxoon, vous mettez le code et c'est bon. Merci Myriam d'avoir mis le lien. Donc, je vous laisse quand même quelques secondes. Je vois les personnes se connecter parce qu'on va en avoir besoin. OK. Donc déjà, pourquoi j'ai envie de vous parler de l'écoute active aujourd'hui ? Parce que finalement, l'écoute, on l'utilise tous les jours, n'est-ce pas ? Et bien tout simplement, déjà pour 2 éléments fondamentaux. Une part à l'intérieur de soi et d'autre part en conversation avec les autres. Déjà, je pense que vous avez déjà remarqué qu'il peut y avoir une grande différence entre déjà ce que vous avez envie de dire, ce que vous croyez réellement dire et ce que vous dites vraiment. Donc déjà, juste sur la manière dont on se connecte à nos émotions et à notre communication. Le deuxième point, en fait, c'est aussi quand vous écoutez une autre personne. Parce que s'écouter, l'écoute, c'est autant à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur. Et bien là, pareil, entre ce que la personne va être en train de vous dire, mais en fait, ce que vous avez envie d'entendre ou ce que vous comprenez, il peut aussi avoir une différence. Et c'est là-dessus que j'ai envie de parler. Donc déjà, pourquoi est-ce que c'est difficile aujourd'hui l'écoute active par rapport à l'écoute ? Alors déjà, petit disclaimer, l'objectif n'est pas être en écoute active H24, ce serait épuisant. L'idée, c'est justement de pouvoir entraîner son écoute pour l'utiliser quand on en a besoin, sachant que l'écoute active, c'est aussi une forme de cadeau que vous faites aux autres. Alors pourquoi aujourd'hui on peut avoir du mal potentiellement avec l'écoute active ? Déjà parce qu'on la pratique pas tant que ça, et on la connaît pas toujours. On croit la connaître, mais ce n'est pas toujours le cas. Aussi, je le disais tout à l'heure, il y a l'écoute de soi. Et bien en fait, notre connaissance de nous-mêmes ou l'écoute de nous-mêmes, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait au quotidien. Alors, il y a des personnes ici qui le font très souvent, mais c'est pas forcément ce qu'on a appris à faire ou ce qu'on valorise aujourd'hui. Et le dernier point, et on le verra avec les barrières à l'écoute, c'est aussi notre disponibilité, notre capacité de concentration. On a toujours plein de choses à faire, on a toujours plein de choses en tête, et ça peut impacter notre écoute. Alors, une question que j'ai envie de vous poser. Pour vous, qu'est-ce qui nous empêche d'écouter ? Donc, pour les personnes qui sont à distance, je vous propose sur un petit nuage de mots de mettre, voilà, pour vous, quelles sont les barrières à l'écoute ?
Et pour les personnes en présentiel, vu qu'il me semble que vous êtes dans une vraie cage de Faraday aujourd'hui, je vous propose de discuter avec votre voisin ou votre voisine. On va prendre juste 1 minute sur ce point. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche d'écouter? Souvenez-vous, peut-être à des moments où vous n'êtes pas senti écouter, ou alors vous disiez « Ah là, j'écoute pas réellement la personne ». Qu'est-ce qui se passait? Pas mal de réponses qui arrivent en distanciel. Je laisse quelques temps d'échange quand même pour les personnes en présentiel. Okay. Déjà, qu'est-ce qui ressort le plus dans notre nuage de mots? On va avoir les distractions, on va avoir la fatigue, la concentration, l'envie de répondre aussi. Okay. Pas forcément le temps. Très bien. Et bien, découvrons un petit peu justement ces barrières à l'écoute. Donc, je récupère les personnes qui sont sur site, qui étaient en train d'échanger. Quelles sont les différentes barrières à l'écoute? Alors, il y en a bien plus que ça. Hein. Je vous donne les plus importantes. Hop. La première, c'est celle qu'on peut avoir, c'est le jugement. Ça veut dire que quelqu'un vient vous exposer une situation et vous n'êtes pas forcément en fait dans l'écoute, vous êtes déjà en train de juger soit la personne en face de vous, soit ce qu'elle est en train de vous raconter. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà rencontré. Donc, si vous n'êtes pas en fait dans l'accueil de ce que la personne est en train de vous dire, mais vous êtes en train d'émettre un jugement. Le deuxième point, ça peut être de chercher à convaincre. Qu'est-ce que c'est de chercher à convaincre? C'est quand vous allez dire à la personne « Ah mais non, tu devrais faire telle chose, moi j'ai déjà fait comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. » Donc là aussi, vous n'êtes pas forcément sur la demande de la personne en face de vous. Vous êtes déjà dans la réaction et dans la volonté de convaincre la personne en face de vous. Un troisième point qu'on voit assez souvent aussi, c'est ce qu'on appelle la pulsion d'aide. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la pulsion d'aide? Là, c'est quand une personne va peut-être vous partager une problématique ou une situation difficile pour elle. Et au lieu d'être justement dans l'accueil et cette écoute-là, vous allez tout de suite vouloir aider la personne, sachant que ce n'est peut-être pas son besoin. Et ça, on y viendra plus tard. C'est peut-être pas son besoin, c'est peut-être pas pour ça qu'elle vient vous voir. Mais la pulsion d'aide, ça va venir à l'intérieur de vous. Vous avez envie de répondre, ou alors c'est gênant pour vous de voir cette personne dans cette situation. Et du coup, vous allez soit vous proposer à l'aider, soit pareil, là on va aussi rejoindre la volonté de convaincre, lui proposer des solutions. Dire, ah, et faire ça, et faire ça, et faire ça. Le quatrième point, c'est le centrage sur soi. Donc là, vous sortez totalement de la conversation et vous venez attraper le sujet et hop, vous le récupérez. Et d'un coup, ce n'est plus la personne qui venait partager quelque chose, c'est vous qui avez récupéré le sujet pour dire « Ah ben moi j'ai fait telle chose, et moi j'ai fait ça, ah ça me fait penser à ça, etc. » Un autre point, il est bien ressorti dans le nuage de mots, hein, c'est les préoccupations. Si vous avez énormément de choses en tête, c'est pas forcément facile d'être en présence pour la personne en face de vous. Et un dernier que je voulais vous évoquer, c'est l'interprétation. Là aussi, vous pouvez totalement couper en fait la réflexion ou en tout cas le message que veut vous faire passer la personne en face de vous si vous interprétez. Dire « Ah mais oui, non mais ton manager il a fait ça parce que telle ou telle chose ou tu as fait ça parce que en fait à ce moment-là tu étais stressé ou tel et tel événement. » Donc là, pareil, vous allez directement aller dans l'interprétation et ce n'est pas forcément ce qu'attend la personne en face de vous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les barrières à l'écoute. Et ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas juger ces barrières, mais bien d'en prendre conscience. Dans les exercices, si vous avez envie de vous entraîner, quand vous échangez avec quelqu'un, dites-vous, tiens, qu'est-ce qui me vient? Est-ce que là, j'ai envie d'aider la personne? Est-ce que là, j'ai envie d'interpréter? Ou qu'est-ce que je suis en train de faire? Sans vous juger, bien évidemment. Maintenant,
Allons de l'autre côté. Selon vous, quelles sont les qualités de l'écoute? Quelles qualités faut-il avoir pour avoir une bonne écoute? Donc pareil, à distance, je vous ai ouvert un nuage de mots, on prend 30 secondes. Et pour les personnes sur place, vous pouvez échanger avec votre voisin ou votre voisine. Quelles sont les qualités de l'écoute? Il y a pas mal de choses qui arrivent à distance. Il y a la patience qui revient, la bienveillance, l'empathie, la concentration, encore une fois, la compréhension, la confidentialité aussi, l'ouverture d'esprit. Ok, j'avance un petit peu, hein, étant donné le timing. Donc, au niveau de ces qualités, je vais vous présenter celle qu'évoque Carl Rogers, donc c'est un psychologue nord-américain, qui a justement développé l'approche qui s'appelle centrée sur la personne. Et donc, selon lui, il y aurait 3 grandes qualités à l'écoute, et en fait, elles s'allient ensemble. Je vais vous expliquer. Donc la première, et vous l'avez dit avec la bienveillance et l'ouverture d'esprit et le non-jugement, c'est ce qu'on appelle la considération positive inconditionnelle. C'est un mot un peu long. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le regard que vous portez sur l'autre. Donc ça veut dire, c'est la manière dont vous allez en fait accueillir la parole de la personne en face de vous. Donc la bienveillance, le non-jugement, l'acceptation. Ça, c'est le premier point. C'est accueillir de manière positive, même si peut-être ça fera réagir certains éléments chez vous. Le deuxième point, et il est bien revenu dans le nuage de mots, c'est l'empathie. La compréhension empathique, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, c'est le fait de rentrer dans le cadre de référence de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus connecté à vous-même. Ça ne veut pas dire vivre les émotions de la personne en face de vous. Ça veut juste dire être en capacité de percevoir son monde à lui ou à elle. Donc, vous prenez conscience de qu'est-ce qui fait que la personne est en train de vivre telle émotion ou pourquoi elle voit la situation de cette manière-là, tout en étant connecté à vous-même. Vous ne prenez pas la charge ou l'émotion de la personne en face de vous. Et la dernière, et justement, c'est celle qui fait le lien entre les 2 premières, c'est l'adaptation et l'équilibre, c'est votre authenticité. Donc finalement, ces 3 qualités, elles vous disent quoi? Elles vous disent, j'accueille positivement la personne qui vient me parler, quand vous avez envie d'être en écoute active, et ça on en reparlera. Vous aussi, vous essayez de voir à travers les lunettes, en vous mettant dans les chaussures de la personne en face de vous, tout en étant connecté à vous-même, donc en gardant votre authenticité. Je n'ai pas dit que c'était facile, c'est bien pour ça que ça s'entraîne. Et pour tout ça, j'ai envie de vous faire prendre conscience de votre posture. On l'a dit tout à l'heure, déjà par rapport aux barrières à l'écoute, mais aussi parce que l'écoute active, ça demande de l'énergie. Vous l'avez dit dedans aussi sur la charge mentale, etc., l'énergie que ça peut prendre. C'est pour ça qu'on n'est pas H24 dans de l'écoute active. L'écoute active, c'est un cadeau que vous allez faire aux personnes en face de vous parce que vous allez leur permettre déjà d'être autonomes dans leur manière d'avancer sur une problématique, par exemple, mais aussi être accueillis de manière justement inconditionnelle. C'est un vrai cadeau qu'on nous fait. Donc, je vous invite à prendre conscience de votre posture. Pour ça, je vais vous présenter les 6 attitudes de Porter, donc qui est un psychologue américain, et qui a fait des travaux justement sur les différentes manières d'écouter. Alors là aussi, petit disclaimer avant, je vais vous montrer des attitudes de la plus directive à la moins directive. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais être dans ces attitudes-là. Déjà, sûrement qu'à plein de moments différents, vous êtes dans les différentes attitudes. La seule chose que je vous demande, c'est plutôt d'en prendre conscience et de voir en fait si c'est bien l'attente de la personne en face de vous. Vous allez voir des attitudes directives, peut-être que la personne devant vous vous demande votre avis. Et donc, c'est OK. La première, et on l'avait vu aussi dans les barrières, c'est l'attitude de jugement. Mais encore une fois, peut-être que la personne en face de vous attend votre jugement critique. Là, on part du principe que vous ne savez pas l'attente de la personne en face de vous. Donc, si vous prenez une attitude directement de jugement, qu'est-ce que ça peut créer sur la personne en face de vous? Alors, soit déjà, une personne qui se sent jugée, potentiellement, ça va juste couper la communication.
Soit elle peut se mettre à se justifier, ou carrément devenir un peu agressive ou se révolter. En tout cas, ne pas comprendre pourquoi elle est jugée et ne pas du tout l'apprécier. Donc là encore, je vous inviterai, je vous donnerai des outils en tout cas pour vous entraîner. Et l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui me vient le plus naturellement? Une autre posture, donc c'est celle de l'interprétation, qu'on a vu aussi dans les potentielles barrières. Là, si une personne vient en face de vous, vous évoquez une situation qui est difficile pour elle, par exemple, si vous êtes directement dans de l'interprétation, et encore une fois, ça peut être la demande de la personne en face de vous, mais l'idée est de savoir quel est son besoin, qu'est-ce que ça va pouvoir créer dans la communication? Eh bien, potentiellement, si vous êtes en train d'interpréter, la personne, elle peut totalement en fait déconnecter de la conversation. C'était pas son objectif et du coup, va avoir un désintérêt. Qu'est-ce que ça peut créer d'autre? Ça peut être une mauvaise interprétation. Soit vous tombez juste, et tant mieux, vous avez une bonne interprétation et ça permet de continuer la conversation. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a une mauvaise interprétation, ça peut créer de l'incompréhension avec la personne en face de vous. Donc soit ça peut mettre des oppositions et pareil, on peut revenir à la partie du jugement, ça peut créer un peu de révolte ou en tout cas, vous allez peut-être d'un coup aller un peu plus sur du débat alors que ce n'était pas l'intérêt de la conversation de base. Et même pour vous, ça peut être assez frustrant et pas forcément très agréable. Si on avance du coup dans nos différentes postures, on a celle de conseil et de décision. Celle-ci, je pense qu'on est beaucoup à la prendre assez naturellement. Quand quelqu'un vient nous voir et nous expose une situation difficile, on peut avoir tendance à lui dire bah tiens, à ta place, je ferais telle chose, ou est-ce que tu as déjà essayé telle chose, voire même aller directement sur la décision, ah bah tiens, je vais te mettre dans telle réunion, tu vas voir, ça va s'arranger. Qu'est-ce qui se passe quand vous communiquez avec une personne et que votre besoin, c'est simplement d'être écouté, par exemple? Vous n'avez pas envie que la personne vous dise « Ah, est-ce que tu as essayé ça? Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais en tout cas, vous risquez de rejeter en fait les conseils de la personne en face de vous, parce que ce n'était pas du tout ce dont vous aviez besoin. Peut-être que vous aviez juste besoin de déposer des choses. Là encore, on a la compréhension qui revient, mais surtout, ça peut créer des disparités dans la relation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des niveaux dans les relations qu'on appelle plus, moins plus. C'est en fait la manière dont vous allez vous placer par rapport à votre interlocuteur, plus étant justement la collaboration dans l'échange. Si vous êtes en plus-moins, par exemple, si moi je me mets en plus-moins, ça veut dire que je vais un peu me mettre entre guillemets supérieure à la personne en face de moi, ou alors je vais peut-être abaisser la personne. Et bien, c'est ce type de relations qui peuvent se mettre en place quand finalement vous n'accueillez pas la parole de la personne en face de vous, mais lui disiez ah bah tu devrais faire ça, etc. La personne, ça peut potentiellement la dévaloriser, ou elle peut se sentir dévalorisée ou pas écoutée, ou pas entendue. Je continue. Celle du soutien. Là aussi, hein, pour les personnes qui peuvent un petit peu aller en position de sauveur, etc. Le soutien, c'est justement quand vous allez dire « Ah, c'est terrible ce qui t'arrive, ça doit vraiment pas être difficile, enfin, ça doit vraiment être difficile à vivre, vraiment, je te soutiens dans tout ça, etc. » Ça, pareil, peut-être que la personne vient chercher cela. Mais qu'est-ce que ça peut créer si ce n'est pas le cas? Déjà, ça peut limiter l'autonomie. Vous pouvez créer potentiellement des relations de dépendance si c'est des choses qui se répètent, répètent. Et je vous invite d'ailleurs à vous poser ces questions-là dans vos relations. On peut avoir la sensation d'être un peu pris en pitié aussi, ce qui n'est pas toujours très agréable et donc ça peut baisser notre estime de soi. Par contre, on arrive déjà on avance hein, dans les attitudes et si c'est quelque chose de demandé, là, vous allez commencer à mettre ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Ce qui est important, c'est juste de le doser. Donc, déjà, la partie soutien peut être intéressante et s'utiliser justement, même en accueil de base. Il faut juste jauger la manière dont vous le mettez en place. Ensuite, on a la partie enquête. Et là, on va parler des questions ouvertes. Là aussi, les questions, c'est très utile à une personne en face de vous. Le piège dans cette posture, c'est si d'un coup, vous n'êtes plus du tout sur une ou deux questions. Les questions, elles sont plus pour la personne, mais elles sont pour vous. Et là aussi, quand vous posez des questions, demandez-vous pourquoi vous la posez. Est-ce que c'est une question qui va permettre à la personne en face de vous d'avancer soit dans sa réflexion ou dans son problème, ou est-ce que c'est des questions pour vous, de curiosité, ou qui vous aident vous?
Et pareil, combien vous allez en poser. Si vous vous mettez à poser plein de questions, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, et après, t'as fait quoi, et comment il a réagi, etc. Déjà, ça peut être assez difficile pour la personne en face de vous, donc ça peut créer de la confusion, voire une sensation de piège si vraiment vous allez loin dans les questions, ou même de blocage. Par contre, on est sur une posture qui est vraiment intéressante si on va sur ce qu'on appelle les questions ouvertes, avec les questions puissantes, etc., qui là va permettre à la personne en face de vous d'élaborer et d'avancer. Et la dernière, eh ben justement, c'est notre fameuse compréhension empathique. Alors, elle n'est pas facile, cette posture, et justement, elle s'entraîne. Et c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que va permettre cette posture-là quand vous allez accueillir la personne et potentiellement, justement, aller chercher son besoin? Eh ben, la personne en face de vous, elle va avoir cette sensation d'être écoutée, d'être respectée. Là, on sera sur une relation d'égal à égal, en plus, on est en collaboration, et ça va favoriser la confiance en soi. Donc cette posture, c'est celle que potentiellement on va aller chercher quand c'est le bon moment. Encore une fois, notre écoute active, elle est pas là pour être utilisée H24. Et donc ces postures de porteur, vous pouvez vous entraîner dessus parce qu'il y a justement un questionnaire qui existe en ligne. Je vous invite à aller le faire et on va faire une question ensemble rapidement. Donc, pour les personnes sur place, vous pourrez juste réfléchir dans votre tête à quelle réponse vous auriez fait. Et en ligne, je vous ouvrirai justement un autre klaxon où vous pourrez voter. Hop, je le prépare en même temps. Donc, le test de porteur, il va vous permettre de détecter un peu mieux quelles sont les postures dans lesquelles vous allez le plus facilement. Encore une fois, ne vous jugez pas dedans. L'idée, c'est de passer le test vraiment, honnête envers vous-même et vous verrez s'il y a certaines postures qui reviennent plus que d'autres. Ça va vous permettre de prendre conscience de certains éléments. Donc, on va faire un petit exemple ensemble. Alors, vous inquiétez pas, ça sera toujours présenté. Donc, je vais vous présenter une situation. Donc, c'est une personne, un collègue qui vient vous parler et vous allez avoir plusieurs possibilités de réponse et je vous inviterai à choisir celle qui pour vous serait la plus naturelle, sans réfléchir, OK, qu'est-ce qui est du soutien, qu'est-ce qui est de la solution, etc. Donc, je vous le lis. Donc, imaginez, voilà, je suis votre collègue, j'arrive et je vous dis, c'est comme quand je passe des coups de fil personnels, il est toujours dans mon dos à surveiller ce que je fais et à me faire des reproches. Dès que je reviens d'un rendez-vous chez un client, il m'attend devant la porte. Et il faut que je lui fasse un compte-rendu complet. J'ai l'impression qu'il se méfie de moi. Et même qu'il me trouve nulle, en fait. Pourtant, mes résultats sont bons, je suis au-dessus de mes objectifs. Et quand je suis sur le terrain, j'ai l'impression qu'on apprécie mon travail. Je comprends vraiment pas ce qu'il me reproche. Pourquoi m'en veut-il à ce point? D'accord, j'ai fait une bonne école de commerce et lui n'a pas de diplôme, mais je n'arrive pas à croire que c'est à cause de ça. Donc votre collègue vient vous présenter cette situation. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre? Je ne sais pas si vous avez besoin que je vous les lise à distance ou si c'est bon pour vous. Donc je vous laisse réfléchir. Quelle réponse vous donneriez? Donc je vous laisse répondre sur le klaxon pour les personnes qui sont à distance et dans votre tête pour les autres. Et on regardera ensemble ce que ça donne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien sûr. Qu'est-ce qui vous viendrait naturellement dans cette situation? Je vous laisse encore 10 secondes. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui répondent en ligne. Ok. Donc, on va voir, du coup, déjà, sur le panel en ligne, on a 58 réponses pour la 3. Donc, la 3 qui est essayez donc de lui demander en face de vous expliquer les raisons de cette attitude. Et en deuxième position, on a du coup la 2.
qui arrive, la 2 qui est « je comprends à quel point cette situation doit être pénible pour vous. Cette pression sans motif clair, c'est déstabilisant ». Donc déjà, on va peut-être pas toutes les faire, mais sur ces 2 principales, donc déjà sur la réponse 3, qu'est-ce qu'il y a derrière celle-ci? Et bien justement, c'est la posture de donner une solution. Essayez donc de lui demander en face. Donc là, on est sur la posture de donner une solution à la personne, peut-être une pulsion d'aide. Et sur la deuxième réponse qui est le plus apparue, donc la deuxième, c'est celle de soutien. Ça veut dire, je comprends ta situation, je suis là en soutien. Donc, laquelle était celle sur la compréhension empathique? Alors, je ne vous ai pas choisi la plus facile, hein, j'ai fait exprès, ne vous inquiétez pas. Et c'est la 5e, parce que dans cette compréhension empathique, il y a ce qu'on appelle la reformulation. Ça va faire le lien pour les outils de l'écoute. Je regarde combien de pourcents avait choisi la 5, donc c'était 4% qui avaient choisi la réponse 5. Donc, vous avez le sentiment de ne plus pouvoir sauvegarder un minimum d'indépendance et de n'être pas pris au sérieux. Donc, c'est reformuler la sensation de la personne en face de vous. Et on va voir par la suite comment on fait de bonnes reformulations. Donc, je vous invite vraiment à tester, à faire le test en entier pour avoir un peu les différentes postures qui sont le plus... Ça fait très psy comme réponse, je vois dans le chat. Oui, ça peut. La compréhension empathique est beaucoup utilisée sur ces métiers-là, en effet. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas H24. Mais elle peut être très utile. Donc, avant de passer aux outils, j'accélère un petit peu. Quels sont les différents niveaux d'écoute, finalement? À la base, on a l'écoute fonctionnelle, c'est l'écoute simple. C'est ce qui fait que quand quelqu'un vous parle, vous comprenez de quoi il vous parle. Hein, ça, vraiment, c'est la base. Ensuite, on va aller ajouter un deuxième cran, l'écoute empathique. Ça relie les qualités de tout à l'heure, percevoir le cadre de l'autre. Et on va aller ajouter un troisième niveau, et c'est peut-être le plus difficile à avoir et qui s'entraîne le plus, c'est ce qu'on appelle l'écoute flottante. Qu'est-ce que c'est l'écoute flottante? C'est en même temps que j'ai mon écoute simple, donc je comprends de quoi la personne me parle. En même temps, je viens regarder un peu à travers ses lunettes et je reste connectée à moi-même. Je viens voir ce que ça fait écho chez moi. Je ne sais pas si vous avez déjà une conversation où la personne vous expose une situation et vous, en fait, ça vous énerve. Qu'est-ce que ça vient toucher chez vous pour que ça vous énerve? Voilà, c'est ces échos qui peuvent être présents et se dire, OK, ils sont là. Est-ce que là, je suis en capacité d'accueillir la personne en face de moi ou pas? Donc, quels sont les outils de l'écoute, ce qu'on appelle les outils de l'écoute? Eh bien, le premier, il n'est pas très palpable, hein, c'est le silence. Le silence, c'est un des meilleurs outils que vous pouvez utiliser. Et je vous invite à faire le test, même en binôme si vous le souhaitez, de juste demander à une personne si elle a un élément à partager, quelque chose qui l'embête un peu en ce moment, ou quelqu'un qui vient le faire directement, juste de ne pas parler pendant 2 minutes. Juste de relancer, si besoin, la conversation en disant à la personne quoi d'autre. Et bien, vous verrez que déjà, avec le silence, il peut se passer énormément de choses pour la personne en face de vous. Donc, il ne faut pas avoir peur du silence, mais plutôt savoir le manier correctement. Laissez à la personne le temps, quand vous posez, par exemple, une question assez percutante, tac, la personne, elle peut s'arrêter, et là, ça cherche, et à ce moment-là, la personne est vraiment en train d'apprendre des choses sur elle ou sur la situation. C'est pour ça que je dis que c'est une forme de cadeau, l'écoute active. Donc le silence, vraiment, je vous invite à vous entraîner de temps en temps, même au travail, quand quelqu'un vient vous exposer quelque chose, juste de laisser cette place à la personne. Peut-être qu'elle va avoir besoin d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ça peut paraître, c'est court, mais ça peut paraître long. Et en fait, juste dans ce temps-là, il peut se passer pas mal de choses. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur la partie du silence. Hein. Sur la partie reformulation qu'on a vue. Donc, la reformulation, déjà, le disclaimer de base, c'est que ce n'est ni une interprétation, ni un avis déguisé. Vraiment. La reformulation, ça va être le fait de communiquer ce que vous comprenez de la personne en face de vous. Donc, la reformulation, à quoi elle va servir? Déjà, elle va permettre à la personne en face de vous de se rendre compte que vous êtes réellement en train de l'écouter. Donc, ça peut rassurer la personne. Également, vous pouvez l'aider à progresser dans sa situation. L'écoute active, on l'utilise quand même principalement quand une personne a besoin vraiment d'aller déposer des choses et dans une situation où elle n'arrive pas à trouver de solution ou dans des situations de conflit. Là, l'écoute active, ça peut vraiment être utile. Donc, quand une personne est un peu perdue dans tout ça, le fait de reformuler peut l'aider à progresser, elle, dans sa réflexion. Voilà ce que j'entends dans ce que tu me dis, ah oui, en effet, etc.
Donc, vous allez accompagner la parole de la personne. Mais pour vous, ça peut aussi vous aider pour valider une information. Si vous n'êtes pas bien sûr d'avoir compris ce que la personne en face de vous vous a dit, vous pouvez reformuler et du coup vérifier cette information pour continuer l'échange correctement. Comment on reformule? Il y a 3 manières de reformuler. Il faut que j'accélère un peu quand je vois le timing. Vous pourrez reformuler en écho. Donc là, c'est vraiment vous réutilisez les mots de la personne. Parfois, vous redites une fin de phrase, vous redites un mot et parfois ça tilt. Il y a le fait de reformuler en reflet. Quand vous reformulez en reflet, c'est là que vous allez reprendre ce que la personne a dit, encore une fois, mais avec vos mots à vous. Donc d'une manière un peu différente. Et là aussi, ça peut permettre à la personne de « Ah, je l'entends d'une manière différente, ça me fait penser à telle chose ». Et la dernière type de reformulation, c'est ce qu'on appelle en synthèse. Et là, c'est quand la personne vous a vraiment déroulé une situation, vous l'avez laissé dérouler et vous faites un petit résumé en 2-3 phrases rapidement de synthèse de ce que vous avez compris. Ça permet à la personne de rebondir. Sur quoi vous pourrez reformuler, et c'était un peu le piège de la question dans le test de Porter tout à l'heure, vous pouvez reformuler sur le discours, classique, mais vous pouvez aussi le faire sur les émotions. Ah, j'entends telle émotion dans ce que tu me dis, etc. Ou sur le sens de ce que la personne est en train de vous évoquer. Un point important, parce que je vous invite vraiment à reformuler dans votre quotidien. Essayez au quotidien, vous verrez même au travail, de manière subtile, de reformuler à la fin d'une réunion ou à des moments où voilà, ça patauge un peu, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Et vous pouvez vous entraîner et évaluer la qualité de vos reformulations. Comment on sait si une reformulation est bonne ou pas? C'est assez simple, parce que déjà, si vous avez une très bonne qualité de reformulation, vous allez la faire et la personne va vous dire « c'est exactement ça et ça me fait penser à telle chose », vous allez voir, elle va rebondir et continuer dedans. Si on redescend d'un petit cran, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise reformulation, bien sûr. Elle va élaborer sur le sujet. Elle ne va pas vous dire que c'est exactement ça, mais elle va continuer dessus. Elle va dire d'ailleurs, l'autre jour, voilà, elle va la compléter. Si on descend d'un cran, et là c'est pareil, ça ne bloque pas la communication, c'est qu'elle va vous corriger. Elle va vous dire non, c'est pas exactement ça, c'est plutôt telle chose. Et là où on peut parfois se foirer dans des reformulations, ça nous arrive tout le temps, et vous pouvez couper la communication. C'est là la personne elle devient silencieuse. Alors, soit elle est en réflexion, ça va quand même permettre de continuer, soit vraiment vous êtes tombé à côté de la plaque, ça arrive, c'est pas grave, et la réflexion est interrompue, soit la personne va partir sur autre chose, soit vraiment voilà, ça va retomber d'un coup, mais c'est pas grave, on peut faire repartir le sujet. Le dernier point, et j'aimerais garder 5 minutes pour les questions à la fin, justement, vous avez peut-être déjà entendu parler des questions puissantes. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière ces questions? Souvent, on dit la qualité de la réponse dépend de la qualité de la question. En effet, le questionnement, c'est un outil de l'écoute active. Qu'est-ce qu'on va utiliser déjà et quand est-ce qu'on va poser des questions? Bon, en vrai, vous pouvez en poser un peu tout le temps, mais c'est bien au début. Soit vous ne connaissez pas bien la personne, ça va permettre de créer la relation pour comprendre la situation et surtout ses besoins. On l'a évoqué au début par rapport aux attitudes et à la posture. Si vous ne connaissez pas le besoin de la personne en face de vous, c'est difficile parfois d'y répondre. Et sachez aussi que la personne en face de vous ne connaît pas forcément ses besoins. Ce n'est pas toujours aussi facile, mais pour des personnes qui ont une bonne conscience d'elles-mêmes, vous pouvez leur demander de quoi as-tu besoin là maintenant ou qu'est-ce que je peux t'apporter là dans cette conversation, et peut-être que la personne va dire moi j'ai besoin de ton avis, ou au contraire non, j'ai juste besoin de déposer les choses et que tu sois une oreille attentive tout simplement. Elle peut vous aider aussi quand il y a un creux, si vous avez fait une mauvaise reformulation et que c'est retombé. Ça va aider la personne à élaborer. Et à la fin, et là je vous invite à le tester aussi dans des réunions, pour placer des actions. Donc sur ces questions-là, ça va être qu'est-ce que tu vas faire concrètement par la suite, qu'est-ce qui te sera utile, qui pourrait t'aider, etc. Je ne vais pas vous donner une liste de questions puissantes, parce que déjà il y en a plein. Je vous invite à créer les vôtres, en fait. Et pourquoi pas vous les noter de temps en temps quand vous voyez des questions qui marchent bien. Parce que ces questions-là, en général, la personne en face de vous, elle va dire « Tiens, ça, c'est une bonne question. » Et là, ça va travailler. Et là, vous aider soit dans une relation de conflit, soit dans un événement qui est difficile pour la personne en face de vous. Comment vous pouvez questionner la personne? La posture est importante, on l'a dit tout à l'heure, la bienveillance et le rythme. Quand vous posez une question, évitez d'en poser 3 d'un coup, laissez le temps à la personne. Et surtout, posez-vous la question à vous-même,
Pourquoi vous avez envie de poser cette question-là? Est-ce qu'elle est bien pour aider la personne à avancer ou est-ce qu'elle est pour vous? On va privilégier les questions ouvertes. Parfois, vous allez avoir besoin de questions fermées. À la fin, quand vous voulez aider la personne à acter des actions, là, vous pouvez réutiliser des questions fermées. Un petit tips aussi, c'est qu'on évite d'utiliser le pourquoi. Parce que le pourquoi, parfois, peut être ressenti comme un jugement. Pourquoi tu as fait ça? Essayez plutôt d'aller vers du comment ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment tu as réagi dans cette situation? En quoi ce moment était important pour toi ou était difficile pour toi? Et là, vous allez aller plus loin. Et bien sûr, mesurer la profondeur de la question. Il y a des questions qui peuvent être très fortes, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, faites-vous confiance à votre intuition également pour poser les questions à la personne en face de vous. Donc, quelques petites questions qui peuvent être intéressantes, c'est si par exemple vous avez une personne en face de vous qui revit des situations, vous pouvez lui demander, dans cette itération-là, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui a été différent là cette fois-ci? Voilà, ou qu'est-ce qui, je sais pas, comment est-ce que tu t'es exprimé dedans? Si une personne n'a pas forcément la réponse, parfois c'est tout simple, vous pouvez lui dire, et si tu savais? Et si tu connaissais la réponse? Parfois ça vient. Donc voilà, mais je vous invite vraiment à le tester de votre côté. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez envie à faire, je sais pas, si vous pouvez faire des binômes ou quoi que ce soit, en tout cas à vous entraîner, à exposer par exemple, vous prenez 15 minutes, il y a une personne qui expose la situation et vous vous entraînez justement à faire de la reformulation, à mettre en place du silence et à poser les bonnes questions et après vous faites un petit débrief et vous voyez ce qui s'est passé. Normalement, je suis encore pile dans les temps pour qu'on ait 5 minutes de questions. Donc, pour conclure, encore une fois, l'écoute active, c'est un outil à utiliser dans les bons moments pour la personne et c'est un vrai cadeau que vous faites à la personne en face de vous. Il faut être dans les bonnes conditions pour vous, prendre conscience de votre posture et de vos différents niveaux d'écoute et surtout pratiquer parce que c'est en musclant justement votre écoute que vous pourrez l'utiliser à bon escient et ça peut être très utile dans vos équipes, au travail, mais aussi tout simplement pour vous-même et pour vous écouter aussi vous-même. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas, si vous voulez, utiliser le QR code de feedback. Et je ne serai pas là demain, mais si vous avez envie de discuter autour de l'écoute, n'hésitez pas également lors du forum ouvert. Comment vous l'utilisez? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut vous contraindre ou pas? Donc, il nous reste 5 minutes pour les questions, s'il y en a. Et je ne sais pas exactement comment ça marche. Alors, j'en vois là, je ne sais pas pour les personnes en présentiel s'il y en a, si on pourra les entendre. Alors, je vais les prendre. Si une personne veut tout simplement qu'on l'écoute, quelle serait une bonne réaction de notre part? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, si une personne vous dit que justement, elle a simplement besoin d'écoute, en fait, elle a besoin de cet accueil-là, le silence sera le meilleur des outils, je pense, à ce moment-là. Et après, vous pouvez creuser un peu plus loin avec la personne. Il y a peut-être certaines questions qui peuvent l'aider et chercher si elle a juste besoin d'un temps d'écoute, et tant mieux. C'est un peu comme les canards en plastique pour les développeurs. Je sens que ça va être compliqué pour le son en présentiel. Mais vraiment, là, c'est accueillir et donner le temps et l'espace dont la personne a besoin. Je vois une autre question. Quelle différence entre compréhension et interprétation dans le cadre de la reformulation? Ce sont deux notions assez proches. Où se trouve la nuance? Alors, en effet, il y a plein de petites nuances sur lesquelles vous allez vous entraîner et il n'y a pas de manière parfaite de faire les choses. L'interprétation et la compréhension. En fait, quand vous faites de la reformulation, vous reprenez vraiment ce que la personne vous a dit en face de vous. Vous ne mettez pas votre interprétation dedans. Vous reprenez vraiment les éléments. La reformulation, c'est je reprends soit texto la phrase de la personne, donc il peut, normalement, sauf si vous mettez une intonation spécifique, normalement, vous n'interprétez pas la personne en face de vous. Et si vous réutilisez vos mots, normalement, vous gardez aussi le même élément. Donc oui, c'est bien pour ça que c'est un entraînement et que c'est pas toujours facile quand on fait de la reformulation de ne pas mettre notre propre interprétation dedans. Existe-t-il des choses à ne surtout pas faire dans une situation de conflit? Alors, à ne surtout pas faire, l'élément en fait dans les situations de conflit, c'est que ça va dépendre de la personnalité de la personne en face. Donc, à ne surtout pas faire,
en fait, les postures qu'on a vues les plus directives, par exemple, si il y a vraiment le conflit à ce moment-là et que la personne a besoin d'exprimer des choses, si par exemple vous êtes sur la posture de jugement, je pense que ce sera compliqué. Personnellement, je le recommanderais pas, en tout cas, sur la partie de conflit. Je pense que la posture qui pourrait être intéressante, c'est déjà laisser la personne poser des choses. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la communication non violente aussi si vous êtes impliqué dans ce conflit. Mais si c'est juste une personne qui est en conflit et qu'elle vient exprimer ça, c'est déjà lui laisser déposer. Et après, moi, j'irais plutôt sur de la reformulation et sur des questions pour essayer de comprendre, OK, qu'est-ce que ça a touché chez toi à ce moment-là, comment tu t'es senti, de quoi tu aurais eu besoin dans cette situation, et à la suite, qu'est-ce que tu pourrais faire ou qu'est-ce que les personnes pourraient faire pour que ça s'arrange, plutôt aller sur ces questions ouvertes. Et les questions peuvent aussi permettre à la personne de redescendre. Parce que quand on est dans le conflit à l'instant T, on a beaucoup d'émotions. Donc le fait de réfléchir, ça permet de, hop, je redescends un peu d'un cran, ok, je remets, il y a les émotions, mais je remets aussi mon esprit dedans. Qu'est-ce qui se joue? Alors, je prends peut-être une dernière question dans les 2 minutes qui restent. Je vois, quand tu es agent du changement, j'imagine qu'il faut montrer que tu es à l'aise avec le silence. Quels sont tes tips pour cela? Montrer qu'on est à l'aise avec le silence. Des petits tips, ça peut être justement de vous entraîner en fait avec des collègues, avec des amis, peu importe, comme je vous disais, des petits exercices qui prennent vraiment pas longtemps. C'est vraiment, vous prenez 10 minutes, comme ça vous faites chacun l'exercice si vous avez envie. La personne vous expose un sujet ou une problématique et vous dites rien pendant 5 minutes. Enfin, même 3 minutes. 3 minutes, ça suffit. C'est, s'entraîner avec ça. Je ne sais pas si j'aurais d'autres tips. Pour moi, c'est vraiment de l'entraînement et petit à petit, ça se fait. C'est le maître. Voilà, si ça répond à la question. Et oui, créer des bulles de parole, pourquoi pas. Ça peut être une bonne manière aussi de s'entraîner. N'hésitez pas, moi je vous invite vraiment à vous entraîner au boulot ou avec vos amis, peu importe, à faire ça de temps en temps, même juste des petites sessions de 15 minutes, ça peut déjà faire beaucoup. Et comme je vous disais, par exemple, pour la reformulation, dans des réunions, de manière assez subtile, hop, vous mettez une reformulation à un endroit, à un autre, et regardez au bout de 3 semaines, qu'est-ce que ça a fait. Et vous verrez. Il est 20, je pense qu'on arrive pile à la fin du timing. On n'a pas le son du coup des personnes en présentiel, mais merci beaucoup à tous et à toutes. J'espère que ça vous aura servi. Et si vous passez dans d'autres événements, il y a aussi un atelier qui est justement pile sur de la pratique. Donc peut-être qu'on se recroisera et ce sera avec grand plaisir si c'est le cas, pour vraiment pratiquer tout ce qu'on a pu voir en théorie aujourd'hui. Et n'hésitez pas si vous avez besoin des slides ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment ça marche à la fin, mais n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin.